Sabil est un bon à rien, incapable de magie, même à la meilleure académie. Humilié par tous pour sa nullité, il éveille un jour son potentiel caché de mana infini, devenant le sorcier le plus puissant, capable de vaincre n'importe qui. Avant cela, Sable était assis seul dans une ruelle étroite quand une mystérieuse jeune fille s'approcha de lui. Après avoir observé ses yeux bleus brillants, elle lui révéla qu'il possédait de la magie en eux et l'emmena à une académie de magie pour qu'il puisse devenir un véritable magicien. Mais 3 ans après cet incident, Sable affiche les pires notes de l'histoire de son académie et est convoqué au bureau de la directrice où son destin sera scellé. Tandis que Sabil parcourt les couloirs, il remarque une professeure de l'académie nommée Rue hurlant devant la porte car on ne la laisse pas entrer. Soudain, elle sort son arme et la brandit dangereusement près du cou de poulet de Sabil. Mais avant qu'elle ne puisse le tuer, la directrice Albus sort et les invite à prendre le thé. À l'intérieur du bureau, Albus révèle que Sabil ne sera pas expulsé, mais qu'elle souhaite plutôt qu'il voyage vers le sud et serve de mage pour aider les humains et les sorcières à coexister en paix. Si la mission ne peut être achevée en 3 ans, il sera expulsé et perdra tous ses souvenirs de ses jours passés à l'académie de magie. Immédiatement, Rue se porte volontaire pour participer à ce voyage, forte de ses 300 ans d'expérience en tant que sorcière, même si Albus hésite un peu au début. Elle admet que les étudiants pourraient avoir besoin de conseils d'experts, alors elle accepte de garder Rue à leur côté. Le lendemain, Sable et Rue se retrouvent près du tunnel du sud où une rousse aux atouts impressionnants, nommée Hort, les rejoint pour cette mission. Le sorcier hybride Kudo apparaît également avec ses acolytes, mais il refuse avec arrogance de les rejoindre dans cette mission, car Sabil est un répugnant perdant et l'un des pires élèves de toute l'académie. Après le départ de Kudo, les 3 autres s'installent pour déjeuner et Rue explique que si quelqu'un tente de toucher son épée, celle-ci consommera sa magie et le tuera. Elle précise en outre qu'en raison du pacte qu'elle a conclu avec l'épée, elle ne peut jamais mourir, même lorsqu'elle perd toutes ses capacités magiques. Après le déjeuner, ils voyagent sur une charrette en bois où Sabil souffre d'un mal des transports intense. Alors Rue lui prête son mouchoir magique. Voyant son état se détériorer, ils s'arrêtent à mi-chemin et se réfugient dans un tunnel proche, où Hort lui montre de la magie de haut niveau. Le perdant boiteux comprend enfin pourquoi elle est l'une des meilleures élèves de l'académie et se sent mal qu'une fille aussi gentille que Hort doive rester avec lui. Cependant, Hort précise qu'elle n'est pas vraiment une personne gentille et qu'elle arbore un sourire pour faciliter sa vie, car les gens sont généralement plus aimables avec elle quand elle sourit. Quand Hort lui demande comment il a rejoint l'académie, Sable répond qu'il n'a aucun souvenir d'avant son arrivée et que s'il est expulsé, Albus a menacé d'effacer sa mémoire à nouveau. Alors que Rue les rejoint, Sable explique qu'il ne peut utiliser aucune magie et même s'il essaie de la contrôler, il ne peut pas activer correctement tout son potentiel. Entendre cela suggère franchement qu'il est préférable de perdre complètement la mémoire et de recommencer sa vie à zéro plutôt que de se mettre en danger en tant que mage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la forêt, un chasseur de sorcières hideux rapporte à son patron, tout aussi laid, que les étudiants de l'académie sont apparus dans le village. Quand le patron découvre que le lézard hybride nommé Kudo est également impliqué, il ordonne aux mercenaires de poser des pièges dans la forêt pour le capturer. Le lendemain, alors que Sabil et son groupe savourent leur repas, les acolytes de Kudo apparaissent avec des visages inquiets, comme s'ils étaient tous constipés. Ils affirment que Kudo est un mage égoïste qui les a abandonnés lorsque des voleurs les ont attaqués. Mais comme rien n'a été volé et que les acolytes sont complètement indemnes, Rue réalise que quelque chose cloche. Elle pense que Kudo les a laissés seuls pour distraire les voleurs et protéger ses amis, sacrifiant potentiellement sa vie pour eux. Sabil défend également le lézard hybride car Kudo était le seul à le soutenir face aux méchants étudiants de l'académie. Soudain, Rue déclare qu'elle sauvera Kudo seule et dit à ses coéquipiers de l'attendre car des magiciens efféminés comme eux ne feraient qu'empirer les choses. Plus tard ce jour-là, Sable et Hort s'inquiètent pour leurs camarades de classe et malgré l'ordre de Rue de ne pas s'en mêler, ils décident de l'aider. Sable sort alors le mouchoir magique que Rue lui a donné sur la route et Hort l'utilise pour la localiser. Alors qu'ils s'aventurent dans les bois, Hort mentionne que les amis de Kudo ont refusé de les accompagner quand elle leur a demandé. Sable se demande si les interroger avec un sourire aurait pu changer leur avis, mais Hort répond qu'elle ne sourit que pour les personnes spéciales. Cependant, quand Sable lui demande pourquoi elle lui sourit toujours comme une bizarre, elle plaisante en disant qu'elle doit vraiment aimer son visage dégoûtant. Mais le rire s'éteint rapidement alors qu'il tombe sur la queue coupée de Kudo au milieu de la forêt. Alors que Hort ramasse la queue malodorante, il remarque une série d'empreintes de pas sur le sol boueux. En raison de son penchant pour les beaux pieds, Sabil déduit rapidement que les 3 empreintes distinctes appartiennent à Kudo, Rue et au chasseur de sorcières. Puisque les empreintes indiquent qu'il n'y a qu'un seul ennemi devant eux,
Hort pense que le chasseur de sorcières est un professionnel exceptionnellement doué. Alors qu'elle serre la queue de Kudo dans ses mains, Hort supplie qu'il fasse demi-tour car les chasseurs de sorcières, connus sous le nom d'arbitres, sont des condamnés à mort engagés par l'église pour traquer les sorcières. Ces assassins impitoyables sont entraînés à ne montrer aucune pitié à leurs ennemis. Mais quand Sable mentionne que les arbitres ont été démantelés il y a des années, Hort affirme que même après que l'organisation ait été anéantie, les chasseurs de sorcières continuent de rôder tels des fantômes, comme P. Pendant ce temps, Kudo est toujours en vie, tandis que les chasseurs de sorcières s'agitent pour le capturer. Il remarque une corde attachée à une branche d'arbre. Mais avant que Kudo ne puisse s'échapper proprement, la branche cède sous son poids et le fait tomber lourdement. Les barres métalliques acérées lui déchirent alors le pied, faisant hurler Kudo comme la victime de Didi. De l'autre côté de la forêt, Hort se remémore un souvenir du passé, lorsqu'elle était allée dans un village voisin pour retrouver son amie. Mais elle fut interceptée par un chasseur de sorcières, qui brûlait les cadavres des villageois. Il l'avertit qu'elle serait réduite en cendres si elle était une sorcière. Alors elle mentit en disant qu'elle était humaine et s'enfuit de là. Depuis ce jour, Hort s'est tenue à l'écart des chasseurs de sorcières, et elle essaie de convaincre Sable de reculer. À ce moment précis, ils entendent un son strident au loin. Mais au lieu de s'enfuir comme une bande de fillettes, Sabile veut s'engager sur le champ de bataille pour sauver son ami. Pendant ce temps, Kudo se traîne à travers les bois, cherchant une issue. Mais il trébuche encore sur une corde et tombe directement dans un autre piège. Alors qu'il se prépare à l'inévitable, un Jaigachad s'avance et se présente comme le tyran, un chasseur de sorcières de haut rang qui traquait Kudo depuis des jours. Il se moque du pauvre hybride, riant qu'il était très facile de l'attirer dans un piège aussi simple. Le furieux Kudo lance une attaque désespérée pour euthanasier le tyran et s'enfuit rapidement. Mais le tyran est complètement indemne et il écrase Kudo avec son arme massive, le projetant violemment vers un arbre proche. Quand le tyran remarque que la blessure à son pied a déjà guéri, il réalise que Kudo possède des pouvoirs de régénération extraordinaires. Il ordonne ainsi à ses hommes d'aller chercher une cage, ce qui plonge Kudo dans ses souvenirs passés. Étant un hybride, Kudo était traité comme un animal de ferme, parfois même utilisé comme accessoire de cirque. Il se souvient comment il rêvait autrefois de devenir le plus fort pour protéger tout le monde. Pourtant maintenant il ne peut même pas se protéger lui-même. Alors Kudo s'accroche à la racine d'un arbre pour se relever, seulement pour que le tyran lui écrase les mains avec son arme. Même après que ses mains s'aplatissent comme une animation bidimensionnelle, Kudo mord la racine avec ses dents, rendant le tyran encore plus furieux. Au moment où il lève son arme pour écraser le crâne de Kudo, Ru apparaît de nulle part et l'attaque avec son bâton. Quand le tyran se demande qui elle est, Ru se présente comme la porteuse de l'Uden et lance une attaque dévastatrice, tranchant plusieurs arbres d'un seul coup. À ce moment-là, Sable et Hort arrivent sur les lieux à la recherche de Kudo et le tyran saisit l'occasion de prendre Sable en otage. Hort le reconnaît instantanément comme le même chasseur qui a éliminé son ami il y a des années. Ru ordonne au tyran de relâcher le garçon, mais le tyran resserre sa prise et exige qu'elle jette son bâton si elle veut que le garçon vive. À contre-cœur, Ru baisse sa garde et jette son bâton de côté et le tyran le recouvre d'une cape spéciale pour supprimer sa magie. Il ordonne ensuite au stupide Sable d'aller le chercher pour lui. Et tandis que le garçon s'avance hésitamment, le tyran expose la véritable identité de Hort. Alors que la jeune fille le supplie d'arrêter, il révèle à tous que Hort avait été envoyée à l'académie comme espionne par l'église elle-même. Il s'avère que quand Hort était petite, elle était appelée la progéniture d'un démon à cause des petites cornes qui poussaient sur sa tête. Sa mère lui disait de sourire pour que les gens ne la haïssent pas, mais quand l'église l'a découvert, ils lui ont coupé les cornes et l'ont forcée à vivre comme une humaine. Ils ont ensuite ordonné à Hort de devenir la meilleure mage de l'académie sans être découverte. Hort avait travaillé plus dur que quiconque, déterminée à obtenir son diplôme en tant que véritable mage. Et après sa remise de diplôme, elle fut recrutée comme membre du personnel de l'académie. Quand ils sont partis pour la mission de 3 ans, Hort a ressenti une peur sinistre, mais elle n'aurait jamais imaginé que les chasseurs apparaîtraient. Elle se sent comme une traîtresse et tombe au sol, persuadée d'avoir apporté la mort à tous ceux qu'elle aimait. Mais Sable lui dit que ce n'est pas sa faute avec un sourire éclatant sur son visage. Déterminé à prouver sa loyauté, Hort sort la queue de Kudo du sac et chante le sort des derniers versets. Mais le tyran se couvre rapidement de sa cape et dévie complètement le sort. Alors que Hort réalise que son pouvoir est moyen, le tyran s'approche d'elle pour mettre fin à sa vie. Pendant ce temps, Sable regarde profondément dans l'abîme magique de l'Uden, tandis que Ru l'avertit de ne pas le toucher. Mais il l'ignore et libère la véritable puissance du bâton, alors qu'une déferlante d'énergie jaillit, engloutissant tout comme un gigantesque trou de ténèbres. Quand Sable reprend conscience, il est surpris de voir Hort assise sur son pénis. Elle est heureuse que Sable soit toujours en vie, mais Ru devient furieuse car utiliser le bâton sans maîtrise ne diffère en rien d'une mort volontaire. Elle explique plus tard que Sable possède des capacités magiques infinies, mais la capacité de l'Uden est limitée, et il ne peut canaliser qu'une quantité fixe de magie avant de se briser. Alors qu'ils se préparent tous à partir, Kudo mentionne qu'il doit retrouver sa queue manquante, mais Hort rit doucement et admet qu'elle l'a utilisée comme offrande pour un sort magique, ce qui fait exploser Kudo de fureur.
Quelques jours plus tard, alors que Sabine traverse une crise existentielle, Hort arrive portant 2 tasses de chocolat chaud. Quand elle demande à Sabine s'il pense qu'elle est une traîtresse, le mage le nie immédiatement. Pourtant, Hort ne comprend pas pourquoi tout le monde est si gentil avec elle. Sable dit alors qu'il n'est pas gentil, il est simplement indifférent aux affaires des autres. Alors qu'il continue de parler, Hort retire son chapeau et lui demande de toucher la petite corne sur sa tête ayant été considérée comme la progéniture d'un démon. Elle a grandi en se faisant dire de servir l'église pour purifier son âme souillée. Mais après des années d'études à l'académie, Hort en vient à réaliser qu'elle est simplement une bête déchue, qui n'est ni entièrement humaine ni entièrement bête. Il s'avère que si un guerrier bête et une sorcière meurent, l'âme de la bête n'a nulle part où aller et entre dans la lignée sanguine de la sorcière, ce qui donne une progéniture mi-humaine, mi-bête parmi les descendants de la sorcière. Avec le temps, le sang de la sorcière se dilue et l'âme de la bête s'affaiblit progressivement, donnant à la progéniture une apparence de plus en plus humaine. Hort regarde Sable et le remercie de n'avoir jamais dit du mal d'elle et de l'avoir acceptée telle qu'elle est, se penchant même pour l'embrasser doucement sur la joue, juste avant d'entrer. Ruev bondit sur la scène et taquine Sable pour être un mâle bêta et ne pas glisser sa saucisse magique à l'intérieur de Hort. Quand Sable admet qu'il ne comprend pas des choses comme l'amour, Ruev rit comme une idiote, se demandant à quel point il sera divertissant de les regarder se débattre sur la route. Le lendemain matin, il est révélé que 2 membres du groupe de Kudo ont été expulsés de l'académie pour avoir divulgué des informations à l'église, ne laissant que 4 personnes pour continuer à planifier le voyage. Tandis que Ru remarque que Kudo aura du mal à travailler sans main et suggère de les régénérer, le reptile hybride s'agace et l'accuse de grossophobie. Elle demande ensuite à Kudo s'il n'a pas étudié la magie de guérison, soulignant que le 4e chapitre du grimoire de Zéro est spécifiquement dédié à la protection et à la guérison. Cependant, Kudo est dans une situation délicate car régénérer ses mains exigerait une quantité immense de pouvoir, et il est certain qu'il s'effondrerait avant que le processus ne soit achevé. Puisque Sable possède un réservoir infini de pouvoirs magiques, il décide de l'utiliser comme source d'énergie. Tout le monde accepte le plan et Ru affirme que le moyen le plus efficace est de toucher une membrane muqueuse. Cependant, la seule pensée de Kudo embrassant la snob dégoûte tout le monde, alors elle suggère d'utiliser leurs mains à la place. Ru explique qu'une déferlante de pouvoir peut même faire éclater les vaisseaux sanguins du receveur et demande à Sabine de faire preuve de prudence. Alors que tout le monde dans le pub les observe, le processus de régénération commence et l'énergie magique afflue vers le corps de Kudo. Il récite ensuite les versets de guérison et en quelques secondes, ses mains prennent forme suivies de sa queue. Tout le monde dans le pub est rempli d'amusement et Ru dit à tous de célébrer en son nom. Le lendemain, l'escouade atteint une ville vibrante et alors qu'ils marchent dans les rues animées, une charrette renverse accidentellement de la boue sur le corps déjà sale de Sable. Après avoir ri de son visage stupide, Ru décide qu'il est temps pour un bain chaud et procède à une réservation durant ce rare moment de détente. Sable demande à Kudo pourquoi il a rejoint les mages et Kudo explique qu'initialement, il voulait rejoindre l'armée de l'église. Mais puisque seuls les chevaliers de pure race étaient autorisés à défendre l'église et son peuple, la seule façon pour un bête déchu de gagner en force était de devenir un mage. Quand Sable demande pourquoi il veut rejoindre l'armée, Kudo se souvient de son expérience avec le roi conquérant Dragon. Il y a 6 ans, une sorcière folle cherchait à détruire le monde, provoquant l'effondrement du Nord en quelques minutes. Au même moment, Kudo travaillait comme artiste de cirque, donc personne n'est venu à son secours. Mais le roi conquérant Dragon l'a sauvé d'une mort certaine. Le roi a également réussi à négocier la paix parmi les sorcières, et le nom de l'armée a été changé en armée de l'église et des mages. Le roi conquérant Dragon est devenu leur symbole, et depuis ce jour, Kudo aspirait à servir l'armée pour l'église. Quelques instants plus tard, Kudo demande pourquoi il voulait devenir mage. Mais Sabine marmonne comme un rappeur britannique et évite une réponse directe jusqu'à ce que Ru entre inopinément dans le bain sans aucun vêtement. Kudo et Sabine sont embarrassés de voir leur professeur de 300 ans dénudé, mais Ru leur dit d'arrêter d'agir comme une paire de mauviettes. Elle insiste sur le fait que les bains chauds ne devraient pas être séparés par genre et quitte la scène avec colère, suivie par Kudo et Sabine. Malheureusement, les garçons entrent dans le vestiaire des femmes où Hort se tient complètement exposé, ce qui fait halter les garçons sous le choc. Alors que l'escouade voyage plus au sud, les habitants du village les traitent avec gentillesse puisque Ru est là depuis des siècles. Elle guide ses coéquipiers vers de magnifiques lacs et des lieux de camping, et ils apprennent également des techniques de chasse et de la magie pratique en chemin. Sable réfléchit qu'en ses 3 ans à l'académie, il ne s'était jamais senti aussi en sécurité et compris, tandis que Horde remarque que Ru a été une figure maternelle pour eux et la serre dans ses bras comme sa petite amie. Quand Kudo lui demande quels sont ses projets après la mission, Ru répond qu'elle veut rencontrer la sorcière noire de la boue, l'auteur du grimoire de Zéro. Bien que le groupe ne comprenne pas le but, elle explique qu'après avoir vécu plus de 300 ans, elle s'est lassée d'une vie banale et ne cherche que de nouvelles expériences et des dangers, malgré toutes les théories farfelues dans sa tête.
Sable la qualifie de bonne personne, ce qui la fait rougir pour la première fois, révélant qu'elle apprécie aussi leur compagnie. Soudain, un jeune garçon du coin nommé Alex court vers lui en panique, les suppliant de se cacher, et affirme qu'une bête géante se trouve dans la zone. Alors qu'ils entrent dans une grotte proche, Alex la scelle avec de la magie et leur dit de se taire car la barrière n'est pas insonorisée. Rue est impressionné par la capacité magique du gamin, mais à ce moment-là, la bête sort juste devant la grotte, sentant leur battement de cœur. Il brise la barrière et force tout le monde à sortir. Quand il leur demande s'ils font partie du programme de terrain de l'académie, les mages sont pris de court. Mais soudain, Rue lance une attaque furtive sur la bête. Il parvient à l'esquiver sans effort. Alors Rue dit à tout le monde de s'enfuir. Et il fuit comme des rats malades. Alors que la bête retire son épée, il affirme qu'en tant que mercenaire, il ne s'engage jamais dans un combat qu'il ne peut pas gagner. Mais quand Rue menace de l'éliminer malgré tout, il lui dit de s'occuper plutôt de ses coéquipiers. Pendant ce temps, Alex rencontre un prêtre local nommé Shinpu, et il présente les 3 idiots comme des mages d'un village voisin. Quand Shinpu demande si les 3 viennent du programme de terrain, Sabil est surpris qu'ils les connaissent. Cependant, le prêtre ajoute que les habitants du village cible sont déjà au courant des participants. Dans un accès soudain, Shinpu les insulte de modérateurs Reddit minables, mais s'excuse rapidement, affirmant qu'il déteste les sorcières depuis longtemps. Alors que la conversation continue, Alex dit au prêtre qu'il a été sauvé par les mages. Mais Shinpu qualifie cela de comportement imprudent d'affronter un mercenaire bête déchu de front, surtout qu'il travaille pour la sorcière. Il explique en outre qu'il y a 2 ans, le village a changé de propriétaire lorsque le superviseur des étudiants l'a abandonné et l'a remis à un envahisseur. De nombreuses questions remplissent leurs esprits, mais Sable déduit que seuls les étudiants problématiques de l'académie ont été envoyés ici. Peut-être comme un moyen de se débarrasser d'eux, ils envisagent de retourner à l'académie pour se plaindre, mais cela risquerait une expulsion permanente. Même le prêtre leur dit que refuser d'accomplir leurs devoirs assignés pourrait leur causer encore plus de problèmes. Kudo suggère d'informer l'église et l'armée des mages pour vaincre la sorcière, mais Shinpu lui rappelle que l'armée ne se soucierait pas le moins du monde d'un simple village de sorcières. Soudain, Rue surgit de nulle part et leur dit de se méfier du raisonnement de Shinpu, affirmant qu'il y a toujours plus aux choses que ce qui apparaît à première vue. Elle demande ensuite si le prêtre est de mèche avec l'ennemi, mais Hort intervient immédiatement, affirmant que Shinpu est aveugle. Alors que Rue s'approche du prêtre, elle mentionne comment la bête mercenaire connaissait leur programme de terrain et se demande si l'arbitre travaille avec l'église en fournissant des renseignements. Quand Shinpu demande calmement pourquoi elle n'a pas éliminé les attaquants s'ils agissaient de manière si suspecte, Rue affirme qu'elle aime un peu de danger dans sa vie. Finalement, elle décide de faire confiance à Shinpu et lui demande de leur faire visiter le village. Le groupe se dirige ensuite vers le village, où Alex est enfin réuni avec son père, Michael. Quand Shinpu présente les visiteurs comme les protecteurs d'Alex et les participants au programme de terrain, Michael les remercie immédiatement pour leur bravoure. Shinpu explique que les étudiants le soupçonnent de prendre parti pour la sorcière, et même Michael admet qu'il ressemble à un Elon Musk peu fiable. Néanmoins, il dit aux étudiants de se reposer pour la nuit et leur fait visiter le village, les emmenant même à l'école locale. Alex affirme que tout le monde au village l'adore, en grande partie parce que la sorcière avait jeté un sort sur tous les habitants, et c'est elle qui lui a enseigné la magie de barrière qu'il a utilisée plus tôt dans la grotte. Kudo est sceptique face à cette histoire et leur demande si la sorcière est si formidable, pourquoi le village semble-t-il si désert et abandonné. En réponse, Michael explique que le village est particulièrement calme ce jour-là, probablement à cause de la présence d'étrangers. Au moment où Rooks remarque les habitants qui jettent des coups d'œil nerveux depuis l'intérieur de leur maison, il les conduit bientôt à une maison d'apparence sinistre où des poupées sont suspendues à l'extérieur, chacune représentant une personne qui y a vécu autrefois, laissant les étudiants haletant de stupeur. À l'intérieur, Rue inspecte la maison une seconde et déclare immédiatement qu'il devrait éliminer à la fois la sorcière et le directeur Aldous, qui les a sciemment envoyés en mission suicide. Les 3 la regardent comme si elle avait perdu la tête, mais Rude est remplie de rage, se plaignant que les étudiants de nos jours ne sont plus animés par la passion d'éliminer leur directeur. En entendant cela, Hort suggère de retourner à Waynas et de demander de l'aide à l'église et à l'armée des mages. Mais Sable soutient que cela transformerait le village en un véritable champ de bataille. À ce moment-là, Kudo s'avance furieusement et affirme que c'est une bataille qu'ils ne pourront jamais gagner. Mais Sable mentionne que revenir en arrière et se faire expulser n'en vaut pas la peine, surtout que leurs souvenirs seront effacés. Il déclare qu'après avoir touché le Luden une fois, il a réalisé qu'il n'a plus peur de mourir au combat, plus du tout. La seule pensée de sa mort fait monter les larmes aux yeux de Hort. Alors Sabil s'excuse rapidement, lui disant ainsi qu'à Kudo de quitter le village s'ils ont peur. La jeune femme rousse a terriblement peur de perdre Sabil.
Mais comme son cerveau est plus dense qu'un bloc de fromage, il ne parvient pas à comprendre ses sentiments, ce qui pousse Or à s'enfuir de la maison en larmes. Or s'assied seul dans l'église, remettant en question son statut de mage, quand la servante de l'église nommée Lily l'interrompt. Alors qu'elle commence à parler, Lily demande pourquoi Hort a l'air si sombre, et celle-ci admet qu'elle vient de se disputer avec une amie, quand soudain, Shinpu apparaît derrière elle tel un Dark Vador asiatique. Il envoie ensuite Lily dehors, affirmant qu'elle est une petite peste agaçante. Mais Hort explique que Lily ne faisait que la réconforter. Soudain, le prêtre lui rappelle qu'elle n'est pas en position de s'inquiéter pour les autres. Elle comprend enfin que Sable essayait de la protéger et tente de partir, mais Shinpu l'arrête comme un vieil homme étrange et inquiétant. À ce moment-là, Hort remarque que les gravures sur sa canne appartiennent aux arbitres et essaie de s'éloigner de lui, mais elle se retrouve ligotée étroitement par des fils magiques. Elle pousse rapidement un cri à l'aide, mais Shinpu la réduit au silence en lui pressant une faucille sur la gorge. Pendant ce temps, le trio s'inquiète en réalisant que Hort a disparu et ils suivent rapidement sa trace magique, ce qui les mène directement dans une grotte sombre. Mais quand Roux aperçoit une flaque de sang sur le sol, elle réalise que quelque chose de louche est en train de se passer, c'est certain. Elle soupçonne la sorcière de les attirer avec des miettes de pain, mais Kudo la traite de folle et insiste pour abandonner la mission. Rouves essaie de le convaincre du contraire, lui rappelant que l'église et l'armée des mages ne fuient jamais un combat, jamais. Mais le reptile hybride est complètement paniqué à ce stade, alors il s'enfuit de la grotte pour tomber directement sur le mercenaire déchu. Le mercenaire essaie de retourner la loyauté de Kudo en lui promettant de le faire recruter dans l'église et l'armée des mages. Kudo n'y croit pas au début, alors le mercenaire promet même de sceller l'accord avec du sang de sorcière. Cela allume une mèche dans son cerveau de lézard et Kudo l'interroge sur Hort. Tel un méchant classique dénoué, le mercenaire affirme avoir mangé la jeune fille rousse et décrit même à quel point sa chair était tendre. Cela pousse Kudo à se mettre en position de combat et les deux déchus se préparent pour une bataille. À l'intérieur de la grotte, Ru avertit Sabile qu'il est une cible facile pour les sorcières à cause de son immense réservoir de magie. Mais le Jagashad insiste, il est déterminé à sauver Hort parce qu'elle est son amie, sa meilleure amie. Il ajoute même qu'il sauverait Rougs aussi si elle était dans la même situation, ce qui la rend extrêmement heureuse, vraiment. Juste à ce moment-là, Rougs sent une porte s'ouvrir en grinçant, et avant qu'il ne puisse réagir, une liane s'enroule autour de Sabile et l'entraîne loin d'eux. Le prêtre apparaît soudainement derrière elle et pousse Ruth dans la même pièce, l'enfermant à l'intérieur sans son bâton magique. Alors que la porte se referme, Shinpi marmonne froidement qu'ils auraient dû l'éliminer quand ils en avaient l'occasion, c'est certain. Quelques instants plus tard, Sable reprend conscience et les souvenirs de son passé dans l'étroite ruelle défilent devant ses yeux. Il reconnaît instantanément la jeune fille, qui se tient devant lui comme étant la sorcière qui l'a sauvée ce jour-là, sans aucun doute. Tandis que la sorcière aux cheveux blancs lui dit qu'elle l'attendait, Sable se penche en avant avec empressement, demandant à la sorcière qui elle est, mais Ru la regarde avec une grande prudence. Juste à ce moment-là, le regard de la sorcière tombe sur Ru, et d'un simple mouvement de ses doigts, elle l'envoie s'étaler sur le sol. Sabile se précipite rapidement à ses côtés, mais la sorcière aux cheveux blancs l'arrête. Elle dit à Sabile que même après être un sorcier extraordinaire, il s'entoure de sots qui sont indignes de sa présence, absolument indignes. Avant même qu'il ne réponde, la sorcière lui lance le chapeau ensanglanté de Hort, faisant halter Sabile d'horreur. Quand il demande ce qu'elle a fait à Hort, la sorcière explique comment elle a permis à son mercenaire de dévorer son précieux ami pour le dîner, brisant encore plus le pauvre garçon, le laissant anéanti. Alors que Ruse gît inconsciente dans ses bras, la sorcière explique comment elle a dû occuper le village et même orchestrer une fausse mission pour le ramener de l'académie de magie d'Albus. Étant un lâche sans colonne vertébrale, Sable se demande si tout cela est de sa faute, tandis que les souvenirs de son passé oublié défilent devant ses yeux encore et encore. La sorcière l'invite une fois de plus à accepter son offre, promettant de l'emmener dans un endroit exempt de douleur et de souffrance. Mais Sabile refuse. Il explique comment ses amis l'ont soutenu même quand il était un minable renifleur de paix, et dit à la sorcière de se calmer un peu. Même sans aucune chance de la vaincre, Sable reste ferme dans sa conviction. Il prévoit alors de libérer toute la puissance magique de son réservoir pour s'autodétruire. Mais juste au moment où il commence à chanter, Ru se lève de sa transe et embrasse son élève à la surprise générale. Sable n'a aucune idée pourquoi cette vieille carcasse de 300 ans l'embrasse. Pourtant, il ne semble pas s'en soucier. Après avoir siphonné le pouvoir magique de son élève, Ru se lève avec une énergie retrouvée et chante le sort d'éclat et de brasier, projetant un dragon bleu géant directement vers la sorcière. Cependant, la sorcière aux cheveux blancs dévie l'attaque avec désinvolture d'une seule main et déclare qu'elle est la créatrice de ce même sort. Alors que Ru et Sable se demandent quel sort les attend, la sorcière se présente comme la sorcière originelle Zéro, celle qui a écrit le livre Grimoire de Zéro. À ce stade, Sable se sent complètement désespéré, se souvenant qu'Albus savait exactement dans quoi il s'engageait. Mais juste au moment où Zéro s'approche de Rugès pour l'éliminer, Sabile se dresse devant elle, se préparant à une attaque qui pourrait tous les anéantir, sans exception.
Au lieu de cela, Zero arrête son attaque à mi-chemin et avec des confettis pleuvant autour de lui, elle explique qu'à partir de maintenant, elle le supervisera personnellement pour un entraînement spécial. Ce gâchis de potentiel humain n'a aucune idée de ce qui se passe jusqu'à ce que soudain, Rue se joigne à l'excitation et commence à danser pleine de joie. Voyant Sabile sur le point de perdre la tête, elle révèle enfin que tout cela n'était qu'un test et qu'il l'a réussi sans la moindre faute. Juste à ce moment-là, Hort arrive en courant vers lui et saute dans les bras de Sable, soulagée de le voir sain et sauf, vraiment. Elle explique avec enthousiasme que toute la mission sur le terrain n'avait été qu'un test et que chaque villageois y avait joué un rôle. Même le prêtre aux yeux bandés l'avait testé et lui avait demandé d'agir comme une espionne, mais quand Hort lui a craché au visage, elle a réussi le test haut la main. Sur ce, Shinpu rend son bâton à Rooks et lui demande si elle a découvert la vérité sur le test. Rubez explique calmement que c'était évident depuis le début parce que la maison où ils avaient séjourné était bien trop propre et bien approvisionnée pour un endroit censé être abandonné depuis 2 ans. C'était flagrant. Quelques instants plus tard, Kudo arrive avec le mercenaire qui a également réussi ce test. Voyant ses amis vivants et en bonne santé, il court les serrer dans ses bras et ils passent tous un moment à se complimenter mutuellement sur leur loyauté. C'est très touchant. Ce soir-là, les villageois ont organisé une fête de célébration pour les sorciers et les sorcières qui avaient réussi leurs épreuves. Après les festivités, Zero félicite les 3 étudiants une fois de plus, mais Hort demande curieusement pourquoi elle les avait tant poussés à l'échec. C'était étrange. Zero explique que leurs immenses talents exigeaient un test de caractère pour voir s'ils pouvaient être à la hauteur de leur potentiel, car s'ils choisissaient cette voie, ils pourraient infliger des dommages massifs au monde, des dégâts considérables. Voyant les regards confus sur leur visage, Zero dit à Hort que ses capacités pourraient rivaliser avec celles du directeur Albus d'ici quelques décennies. Et si Kudo continue de pratiquer sa magie de guérison, il pourrait même atteindre l'immortalité, c'est incroyable. Cependant, en ce qui concerne Sable, elle admet que même elle ne connaît pas son véritable potentiel en raison de son pouvoir magique illimité. Mais Zero spécule que si Sable continue de perfectionner ses compétences, il pourrait potentiellement vivre des siècles et devenir le mage le plus puissant qui ait jamais existé, sans aucun doute. Cependant, Zero les avertit que s'ils arrêtent de s'entraîner, même David Blaine les battra lors d'une compétition de magie. Plus tard, la sorcière originelle Zero explique que chacun d'eux devra établir sa propre boutique unique dans le village, facilitant ainsi la demande d'assistance des villageois. Alors qu'elle commence à partager plus de détails, le mercenaire les interrompt et Shinpu arrive avec de la nourriture prêt à célébrer leur soirée. En rentrant chez eux, les 3 étudiants aperçoivent une silhouette chevauchant un dragon dans le ciel nocturne et les yeux de Kudo s'écarquillent d'amusement. C'est magnifique. Réalisant que c'est le chevalier qui lui a sauvé la vie il y a des années, il rassemble ses amis et il se précipite pour rencontrer le cavalier. Alors que le dragon descend dans l'enceinte du village, le chevalier révèle qu'il est venu livrer des lettres aux 3 étudiants récemment approuvés. C'est une grande nouvelle. Quand ils ouvrent les lettres, ils découvrent qu'ils ont maintenant une liberté totale d'utiliser leur magie comme ils le souhaitent. Plus tard cette nuit-là, Rueg pleure à chaudes larmes, comme si elle avait tout perdu, parce qu'elle n'a pas pu voir le dragon de près, mais quelques instants plus tard, elle prévoit de partir pour un nouveau voyage. Cela rend ses étudiants incroyablement tristes, mais Rueg leur dit rapidement qu'elle ne partira qu'après avoir lu tous les livres que Zero a écrits, ce qui prendra probablement environ 3 ans. C'est la nouvelle que tout le monde attendait avec impatience, et ils se sont tous précipités pour la serrer dans leurs bras. Au cœur de la nuit, Rue et Zero ont une conversation intense au cours de laquelle Zero révèle comment, il y a des années, la mère de Sable a été éliminée devant lui. Alors qu'un monstre notoire tentait de voler son immense pouvoir, sa mère est morte d'une overdose magique collatérale, laissant une profonde cicatrice émotionnelle dans le cœur de Sable. Pour protéger sa santé mentale, Sable a inconsciemment scellé ses souvenirs traumatisants de son esprit. En plus de cela, Zero révèle que Sabile est son neveu, et même Rude est choqué d'entendre cela, c'est une révélation inattendue. Elle explique que le célèbre sorcier numéro 13, celui qui a volé le grimoire de Zero, n'est autre que le frère de Zero, celui-là même qui fut responsable de la guerre destructrice il y a des années. Alors que Rue écoute cette bombe, Zero ajoute également que le sorcier numéro 13 est le père biologique de Sable, c'est une vérité choquante. 2 mois se sont écoulés depuis cet incident et les 3 étudiants sont occupés à gérer leurs boutiques respectives. Or est chargé de s'occuper des diverses requêtes des villageois sans description de poste spécifique, tandis que Kudo prend soin des patients en utilisant sa magie de guérison pour assister à la clinique. Pendant ce temps, Sable gère une boutique de magie depuis sa maison, fournissant à quiconque a besoin de soutien magique et il s'avère que ses clients réguliers sont Hort et Kudo, qui sont en quelque sorte accros à la sensation qu'ils ressentent après une décharge de magie pompée dans leurs âmes, c'est assez particulier. Alors que ses amis s'aventurent à l'extérieur, Sable reste chez lui la plupart du temps et il a commencé à apprécier la vie de solitude. Juste à ce moment-là, Rue fait irruption chez lui avec son bâton pour le petit déjeuner et pendant qu'ils savourent leur repas, elle le réprimande pour être un introverti reclus professionnel. C'est une honte. Sable explique qu'il doit rester confiné dans sa maison pour s'occuper des villageois au cas où ils auraient besoin d'une assistance magique. Il ajoute en outre qu'il a cuisiné, nettoyé et fait la lessive pour tout le monde dans la maison, sans exception. Quand Rue découvre qu'il a lavé les sous-vêtements de Hort, elle panique et demande si Hort lui demande délibérément de faire la lessive. Sabile défend son ami et affirme qu'il veut laver ses culottes volontairement, ce qui fait paniquer Rue encore plus, c'est insensé.
Elle explique ensuite à quel point il est étrange de laver les sous-vêtements d'une personne adulte et lui donne l'exemple de Kodu et Sabil comprend enfin la logique. Malgré cela, quand Sable affirme qu'il fait simplement son travail, Rue réalise que le garçon a été privé d'une vie normale et grimpe sur une chaise pour le serrer dans ses bras, avec tendresse. Cela le calme étonnamment, et Rue comprend que Sable a besoin de quelqu'un pour lui apprendre à fonctionner en société comme un être humain normal. Pour changer un peu d'air, Rue ordonne au garçon d'aller lui chercher des feuilles de thé, espérant ainsi le faire sortir de la maison pendant un certain temps. Mais quand il rencontre Alex en chemin, le garçon prétend savoir où poussent les feuilles de thé et propose de l'accompagner. Sable hésite à emmener Alex dans la forêt sans qu'il puisse utiliser la magie, mais Alex est un petit garnement qui est fou de joie à l'idée de passer une journée dehors avec un adulte, c'est une occasion rare. Réalisant que le garçon est en colère contre lui, Sable s'aventure dans la forêt pour le trouver caché au sommet d'un arbre et lui demande de descendre. Alex s'excuse finalement auprès de lui, admettant qu'il n'a aucune idée de l'endroit où poussent les feuilles de thé et qu'il ne sait pas comment retourner au village en toute sécurité, c'est une situation délicate. Cependant, Sabil le rassure, disant qu'il prendra le blâme pour cela, mais cela ne fait qu'émouvoir Alex aux larmes. Quand Sabil remarque une souris près de ses pieds, Alex lui dit que Lily est amie avec Mickey et il décide de la suivre, c'est une idée inattendue. Ils sont bientôt accompagnés par une horde de Maïki, ce qui les mène juste devant l'église où la mère d'Alex le prend dans ses bras et l'emmène. Au même moment, Shinpu apparaît derrière lui, rayonnant une aura de mâle alpha glorifié et invite Sabil à l'intérieur de la maison pour le déjeuner. C'est une proposition inattendue. Une fois à l'intérieur, Shinpu ordonne à Lily d'enlever sa capuche, mais la jeune fille est gênée et essaie de refuser l'ordre du prêtre. Mais quand Shinpu la retire sans son consentement, la véritable forme de Lily, celle d'une souris, est révélée à la surprise de tous. Elle essaie de récupérer sa capuche pour cacher sa honte, mais Shinpu lui demande de préparer de la nourriture pour leur invité. Comme Lily est une excellente cuisinière, elle prépare finalement un repas complet pour le prêtre et Sabil, et les deux s'assoient pour discuter un peu. Shinpu réprimande le mage pour s'être aventuré dans la forêt avec Alex, ignorant les dangers qui s'y cachent. Alors qu'il tapote ses doigts comme un banquier en colère, Shinpu révèle même que les feuilles de thé se trouvent près de la maison de Zero et dit à Sabil d'être moins ignorant à partir de maintenant, c'est un ordre. Sur le chemin du retour, il rencontre Hort, qui est surprise de le voir dehors et l'aide même à essuyer la nourriture de sa bouche dégoûtante. Quand Sabil remarque du sang sur la robe de Hort, il est effrayé. Mais la jeune fille explique comment elle et le mercenaire ont été attaqués par des loups sauvages dans la forêt. C'était terrifiant. Hort voulait éliminer les loups d'un seul coup en utilisant sa magie, mais elle a accidentellement frappé le mercenaire en pleine poitrine. Les femmes, hein. Juste à ce moment-là, Lily se précipite vers elle, inquiète de l'état du mercenaire, ce qui instille le doute dans l'esprit de Hort quant à sa capacité à devenir une mage talentueuse. Alors qu'elle entre dans la maison avec Lily, Rue l'appelle de loin, exigeant que de la magie soit appliquée aux blessures du mercenaire, sans tarder. Quand ils entrent dans la pièce, Zero essaie désespérément d'empêcher le mercenaire de se vider de son sang. Mais dès qu'elle voit ses idoles, Zero presse ses lèvres sur les siennes pour extraire de la magie de guérison de son réservoir, c'est une méthode peu conventionnelle. Elle lance ensuite un sort de guérison de haut niveau sur le mercenaire et le loup reprend lentement conscience, mais il reconnaît immédiatement que Zero embrassant son neveu était extrêmement gênant, voire malaisant. Plus tard, ils se retrouvent tous en bas où Sable demande si Hort va être expulsé pour avoir blessé le mercenaire plus tôt dans la forêt. Mais ni Zero ni le mercenaire ne pensent que la jeune fille devrait être expulsée parce qu'elle est encore une étudiante qui apprend à devenir une mage talentueuse, c'est important. Cependant, le mercenaire reste clair sur le fait que les comportements ignorants sur le terrain doivent être traités avec une extrême prudence car ils pourraient causer de graves dommages. Ce concept de seconde chance rappelle Alex à Sabil et il part à la rencontre du garçon pour lui donner une autre chance de jouer dans la forêt. C'est une belle initiative. Mais avant de partir, il dit à Zero de donner quelques-unes de ses feuilles de thé à Rugs, ce qui rend les trois complètement confus alors qu'ils discutent. Zero réalise que Sable a fait des courses pour Rug et s'est mis en danger, c'est une situation préoccupante. Mais Rug affirme que le garçon n'apprendra jamais l'expérience du monde réel en s'enfermant dans la maison. Le mercenaire n'a aucun problème avec le fait que Sable reste à l'intérieur et contribue en tant que fournisseur de magie. Mais Rug bondit et commence à faire une crise de colère, car elle veut que tous ses étudiants soient des magiciens exceptionnellement bons. C'est sa conviction profonde. Plus tard ce soir-là, les deux sorcières aînées se rencontrent seules, où Rue lui demande pourquoi elle n'avait siphonné qu'une petite quantité de magie de Sabil. Zero explique qu'en tant que superviseur et membre de la famille, elle ne peut pas exploiter ses pouvoirs plus que nécessaire, c'est une question d'éthique. Mais quand Rue lui dit qu'elle vieillira et mourra dans quelques années, Zero esquisse un sourire et lui dit que vivre une vie parmi les gens qu'elle aime est la seule chose qui compte pour elle, c'est sa vérité. De retour à la maison, Kudo se réveille de son sommeil, complètement désorienté, ne sachant même pas comment il est arrivé dans son lit. Il s'avère que lors d'une mission de guérison dans un village voisin, il est devenu trop ambitieux et a essayé de soigner toutes les personnes malades en même temps. Mais à mi-chemin de la mission,
Son corps a lâché et le médecin local a dû le ramener chez lui comme un sac de pommes de terre. C'était une situation embarrassante. Quand il descend, Kudo trouve ses amis qui l'attendent, prêts à le chahuter comme un humoriste de stand-up. Le reptile hybride est gêné, mais quand il découvre que Hort avait fait encore pire, les deux commencent à se lancer des insultes comme des utilisateurs de Reddit. C'est une scène habituelle. Juste à ce moment-là, Ru fait irruption dans la pièce pour arrêter leur querelle comme un père ivre et leur dit de corriger leurs erreurs et de s'entraîner plus dur dès demain. Mais avant de partir, elle ordonne aux étudiants de rendre visite à Zero ensemble le matin pour affiner leur étiquette, c'est très important. Comme convenu, ils arrivent au chalet de Zero le lendemain, complètement hypnotisés par le nombre de livres empilés du sol au plafond. Zero explique que c'est sa collection personnelle et que les vrais livres intéressants sont gardés loin au nord, dans la bibliothèque interdite. C'est un secret bien gardé. Hort a hâte de l'explorer avec ses amis un jour, mais Kudo refuse de s'aventurer dans le Nord. Il leur rappelle que le Nord grouille encore de bêtes démoniaques qui ont été laissées après la guerre. C'est un endroit très dangereux. L'introverti professionnel est également d'accord car il déteste l'idée de quitter les confins de sa maison. Malgré cela, Hort essaie de les motiver, affirmant qu'avec le réservoir de magie infinie de Sable, ses capacités offensives et la guérison de Kudo, ils seront inarrêtables, absolument inarrêtables. Mais le reptile hybride est un réaliste et il lui dit qu'il ne peut jamais faire confiance à une sorcière qui lance des sorts sur ses propres alliés. Soudain, Zero reprend son mode professeur et ordonne à Hort de la suivre pour une leçon privée, déclarant que tant qu'elle n'aura pas appris à annuler ses sorts en plein lancement, elle ne rentrera pas chez elle, alors que Zero la traîne dehors. Elle enseigne à Hort comment lancer une attaque directement sur elle et l'annuler à la toute dernière seconde. L'explosion est sur le point de se produire, mais Hort parvient à l'arrêter juste à temps, avec une grande maîtrise. Voyant cela, Zero lui dit de continuer à s'entraîner en utilisant le même sort pour allumer des bougies chez elle. Mais Hort se plaint de ne pas avoir suffisamment de magie pour une telle tâche. Alors Zero, avec une aisance déconcertante, augmente sa production d'énergie et obtient un résultat bien plus puissant, comme si ce n'était rien du tout. À ce moment précis, Zero est prise de vertige et s'effondre sur le sol, victime d'une fatigue magique intense, alors Sabile se précipite rapidement à ses côtés. Il lui tient la main et tente de lui transférer son énergie, mais absolument rien ne se produit. Se souvenant de l'incident d'hier, il suggère maladroitement un baiser, mais Zero lui dit d'arrêter de se comporter comme un pervers, un véritable individu étrange. Faisant de son mieux pour paraître normal, Zero se lève et prétend qu'elle a juste besoin de manger quelque chose, mais elle manque de perdre l'équilibre une fois de plus. Alors Sable la rattrape dans ses bras, et pendant un instant fugace, Zero aperçoit le reflet de son défunt frère, une image saisissante. Le sorcier numéro 13, Sable transporte Zero jusqu'à sa chambre et tente de lui transférer de la magie une fois de plus, mais elle ne parvient toujours pas à récupérer complètement ses forces. Alors qu'ils commencent à discuter, Sable remarque les yeux de Zero et il lui demande avec franchise si elle connaît sa mère, mais Zero secoue la tête négativement. Cependant, lorsqu'elle affirme connaître son père, Sabile est stupéfait, car il n'avait jamais imaginé avoir des parents. C'était une révélation. Alors Zero lui demande d'aller chercher un livre sur les herbes médicinales sur une table voisine et lui révèle que ce livre avait été écrit par son père, un homme autrefois salué comme un véritable génie de la magie. Pendant que Sable tente de digérer cette information, Zero lui explique que les mages talentueux cachent souvent leurs secrets à l'intérieur de leurs livres et lui demande d'essayer de les découvrir. À ce moment précis, le mercenaire entre dans la pièce avec le plat préféré de Zero et remercie Sable d'avoir pris soin d'elle, avec tant de dévouement. Le perdant s'excuse de ne pas avoir pu partager sa magie plus tôt, mais le mercenaire lui dit qu'il en a déjà fait bien assez. Mais à ce moment-là, Zero lui révèle quelque chose d'extrêmement important. Sable et ses amis ne sont pas ici simplement pour courir partout comme une bande de Télétubbies, sans but précis. Ils sont ici pour apprendre à devenir de véritables mages talentueux. Si Sabile a l'intention de vivre sa vie comme un simple fournisseur de magie, alors il n'y a aucune raison valable pour qu'il reste dans ce village. Quelques instants plus tard, Sabile et Alex s'aventurent dans la forêt, mais Sabile est perdu dans ses pensées, réfléchissant à ce que Zero lui a dit plus tôt, avec insistance. Une fois que les vertiges se dissipent, il commence à cueillir des herbes, suivant scrupuleusement les étapes du livre de son père. En chemin, il tombe sur un cerf mort avant d'apercevoir un bouquet de fleurs rouges tout près, qui est l'herbe principale qu'il recherche activement. Alors qu'Alex s'enthousiasme à l'idée de cueillir les herbes, Sable se fige sur place car il sent que quelque chose ne va pas du tout. À ce moment précis, une masse pulsante de chair et de pointe émerge des ombres, et Sabile crie au garçon de se baisser immédiatement. Mais la créature leur tire une volée de pointe empoisonnée, poignardant Alex au ventre et laissant Sabile avec de légères coupures. Sabile tente rapidement de lancer un sort de guérison, mais comme il est vraiment nul en magie, il ne parvient pas à utiliser le sort correctement. Alors il porte Alex dans ses bras et se penche en direction du village, mais le garçon perd lentement connaissance, son état s'aggravant. Sable sait qu'il ne peut pas sauver Alex à temps, mais à ce moment précis, la voix de Zero résonne à travers un oiseau magique qui guide Sable à travers les bois. En quelques minutes seulement, il entre en contact avec Zero et le mercenaire et s'excuse d'être un si mauvais perdant. Mais le mercenaire l'assure que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quelques instants plus tard, Ru arrive avec son bâton magique et Zero lui demande de lui prêter un peu de son sang.
Sans la moindre hésitation, elle se tranche le poignet, laissant le sang s'écouler abondamment pendant que Zero l'utilise pour canaliser un sort de guérison. Alex est enfin hors de danger, mais les deux sorcières s'effondrent, victimes d'une fatigue magique et d'une perte de sang considérable. Une fois que tout est revenu à la normale, Sable décrit la créature monstrueuse qui les a attaquées, et Rug affirme que c'était une bête forgée par les démons. Ces créatures se déguisent en proie et frappent avec des pointes qui drainent le sang, chacune d'elles se transformant en un nouveau monstre terrifiant. Cependant, Zero est sceptique car ces créatures ne devraient absolument pas exister aussi loin au sud. Elle affirme que si l'une d'elles était apparue ici, quelqu'un l'aurait forcément apportée intentionnellement. Alors Zerov envoie le mercenaire enquêter sur cette affaire, mais au moment où il franchit la porte, il aperçoit Oldem qui est là pour une inspection surprise inattendue. Quelques instants plus tard, ils entrent dans l'église pour discuter des rumeurs de personnes capturant et vendant ces monstres, accompagnés de Shinpu et Lily. Shinpu prévoit de mener une enquête approfondie avec Lily, tandis que le mercenaire décide d'aller avertir les villageois voisins sans tarder. Mais juste avant qu'ils ne partent en mission, une Zero épuisée arrive à la porte, insistant pour se joindre à l'enquête malgré sa fatigue. Le mercenaire tente de l'arrêter, mais comme Zero est une sorcière supérieure, personne ne peut remettre en question sa décision, c'est une évidence. Le lendemain, Oldem arrive à l'hôpital et informe les étudiants qu'il est le nouveau responsable de la sécurité du village pour un certain temps, une période indéterminée. Après le départ des étudiants, il va rencontrer Rufus pour avoir une conversation, mais elle se montre très méfiante à son égard. Ruck affirme que le moment de son arrivée correspondait trop parfaitement à l'apparition du monstre, mais Holden lui dit que s'il avait vraiment voulu détruire le village, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Il demande ensuite à Rufus de s'occuper du monstre, et en retour, Holden promet de lui accorder l'accès au grimoire de Zero, ce à quoi elle accepte avec joie et enthousiasme. Pendant ce temps, Sable confie à ses amis qu'il veut apprendre la magie comme un véritable sorcier, et non pas seulement comme un simple et piètre fournisseur de magie. Il leur demande de lui enseigner le lancement de sorts en échange de recharge de magie, un échange équitable. Hort lui demande de recharger son énergie avec un baiser, une proposition audacieuse. Mais comme Sabile est plus épais que Yomama, il refuse l'offre comme un véritable idiot, sans réfléchir. À ce moment précis, Oldem apparaît, ressemblant à un portier, et Hort propose de l'escorter jusqu'à l'auberge. Mais quand il plaisante en disant qu'aller à l'auberge avec une dame pourrait augmenter la population du village, les étudiants se cachent rapidement derrière une fontaine, prévoyant de rapporter ses commentaires inappropriés à leurs supérieurs sans tarder. Quelques instants plus tard, Michael arrive sur les lieux et exige de parler à Sable en privé, seul à seul. Il va droit au but et lui dit d'arrêter de s'amuser avec Alex de la vie encore une fois, tandis que Sable se demande ce qu'il peut faire pour arranger cette situation délicate. Il est pris en embuscade par le même chasseur de sorcières d'avant, nommé Tyran, un individu redoutable. L'homme l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance, lui met un sac sur la tête et le jette dans une calèche lancée à toute vitesse, tandis qu'une voix de femme résonne dans l'obscurité, lui demandant combien de temps il compte garder son pouvoir caché du monde entier. À ce moment précis, les souvenirs cachés de Sabile commencent à refaire surface et il voit sa mère le cachant à l'intérieur d'une chambre secrète, le prévenant de ne jamais faire confiance à une sorcière aux yeux bleus, jamais. Elle a ensuite verrouillé la porte et a couru pour se battre avec la sorcière. Mais après une énorme explosion, une sorcière folle est entrée avec une aura menaçante. Elle ordonne à Sable de sortir s'il veut que sa mère vive, mais au moment même où il sort, avec hésitation, la sorcière utilise une hache pour décapiter sa mère juste devant lui, un spectacle horrible. Elle tend ensuite la main vers le cœur de Sable pour en extraire le pouvoir, une force immense. Mais en raison de cette expérience traumatisante, le corps de la sorcière est rempli d'une intense poussée de pouvoir, faisant fondre son corps comme une glace au caramel, de manière effroyable. Pendant que Sable crie et hurle, se remémorant les événements traumatisants de son passé, tirant le gifle pour ramener le garçon à la raison avec brutalité. Alors que le garçon négocie avec le chasseur de sorcières pour qu'il le laisse partir, le son des sabots attire son attention de manière inattendue. Il s'avère que Hort et Kudo suivent Sabile sur une charrette en fuite, et ils atterrissent juste devant le tyran avec fracas, réalisant qu'ils n'ont pas de renfort cette fois-ci. Le tyran se prépare à les achever d'un seul coup, avec une force démesurée, mais Kudo lui tranche la queue et la remet à Hort, lui demandant de lancer un sort puissant, un sort dévastateur. L'attaque fut d'une puissance incroyable, mais avant que le tyran ne puisse réagir, Sable lui attrape le bras et le prévient que s'il bouge à nouveau, il sera purement et simplement éliminé. Pendant ce temps, Ru utilise son bâton pour nettoyer tous les restes des cristaux démoniaques dans la forêt, avec une grande efficacité. En quelques secondes seulement, elle parvient à éradiquer une peste mortelle dans le village, un véritable exploit. Mais au moment où elle se retourne pour partir, Groves remarque un homme gonflé par des piqûres d'abeilles, un spectacle alarmant. Quand elle retourne au village, elle voit Oldem gisant inconscient sur la place du village, sans vie apparente. Ru le réveille et exige une explication, et Oldem lui dit que Sable pourrait bien avoir été enlevé. Oldem révèle qu'avant de perdre connaissance, il a essayé d'empêcher Hort et Kudo de se précipiter dehors, mais c'est la dernière chose dont il se souvient, avec précision. Cependant, Ru ne croit pas à ses manigances et l'accuse d'être derrière l'enlèvement de manière directe. Elle affirme que tout cela faisait partie du plan du directeur pour tester si les étudiants pouvaient gérer une véritable crise, une situation complexe. Finalement, Oldem a avoué qu'il avait engagé le tyran pour enlever Sabile et l'emmener dans les bois, un aveu choquant. Pendant ce temps, le tyran écrase la main du pauvre garçon avec son marteau et le traite d'idiot pour l'avoir défié, avec une cruauté sans nom. Il attaque ensuite Hort et Kudo, les rendant inconscients en quelques secondes seulement avec une rapidité fulgurante. Mais au moment où il s'apprête à porter un coup final, sa main est tranchée comme un légume, de manière inattendue. Et avant qu'il ne sache ce qui se passe, tous ses membres sont tranchés par le prêtre aux yeux bandés, Shinpu, avec une précision mortelle. Le prêtre révèle que Mickey de Lily l'avait averti qu'un nuisible était entré dans le village, alors il est venu ici pour exterminer cette nuisance sans pitié. Quelques minutes plus tard, Zero et le mercenaire arrivent sur les lieux.
craignant que Shinpu ne tue complètement le tyran sans laisser de traces. Au même moment, Roux et Oldham arrivent également sur les lieux et Oldham est choqué de voir le tyran dans un état si lamentable, complètement malmené. Quand Zero l'interroge sur sa connexion avec le chasseur de sorcières, Oldham commence à paniquer comme un véritable idiot sans savoir quoi dire. Quand on lui pose la même question dans un donjon souterrain, Oldham rompt enfin son silence avec difficulté. Il affirme que l'on avait promis au tyran une immunité à vie s'il parvenait à capturer un étudiant vivant sans le tuer. Quelques instants plus tard, Roux réalise que c'était encore un autre test, car la défense du village avait été intentionnellement compromise, de manière flagrante. Voyant cela, Zero se rend compte qu'il existe une faille de sécurité majeure dans leur dispositif de protection, une lacune importante. Le mercenaire et le prêtre affirment que leur personnel et leurs ressources sont trop dispersés, mais Zero soutient qu'ils ne peuvent pas abandonner les villages voisins. C'est impensable. Mais à ce moment précis, Holden a une idée brillante, une solution inattendue. Il veut que le tyran se batte pour sa liberté en travaillant comme garde de sécurité pour le village, une proposition audacieuse. Le chasseur de sorcières grogne en signe de désaccord, car cela ne faisait pas partie de leur accord initial, mais Oldham lui rappelle qu'il n'est pas en position de négocier quoi que ce soit. Le lendemain, Zero informe les étudiants du nouveau rôle du tyran dans le village, rendant Or furieuse. Elle qui pense que le chasseur de sorcières doit être éliminé sans pitié, mais Zero l'assure que le tyran utilisera ses talents maléfiques pour protéger des vies dans ce village afin de se repentir de ses péchés, de ses mauvaises actions passées. Sans autre option, Hort accepte à contre-cœur d'accepter Tyran comme nouveau garde de sécurité du village, mais elle exige que le mercenaire le surveille de près à tout moment sans relâche. Le lendemain, Oldham se prépare à quitter le village, mais il invite Rue à se joindre à lui pour un voyage vers la bibliothèque interdite du Nord, une destination mystérieuse. Cependant, la professeure refuse de l'accompagner car ses étudiants sont bien plus importants pour elle que la lecture du grimoire de Zero. C'est une priorité. D'autre part, Sable confie à Hort comment ses souvenirs sombres et douloureux sont revenus. Mais il admet qu'il se sent toujours incomplet, incapable de comprendre les émotions humaines, les sentiments profonds. Il avoue que Rue lui a parlé des sentiments de Hort pour lui, la laissant complètement embarrassée, rouge de honte. Cependant, Sable admet qu'il ne comprend pas ce que l'amour ressent et qu'il veut désespérément le savoir, le découvrir. Hort lui dit que l'amour c'est sentir que quelqu'un est spécial. Alors Sable sourit et dit qu'elle est spéciale pour lui aussi, une personne unique. Quelques instants plus tard, Sable fait un véritable saut périlleux mental et réalise que peut-être il aime davantage Rue, plus profondément. Hort est un peu triste d'entendre cela, mais quand elle lui demande de recharger sa magie, Sable devient paranoïaque et retire sa main avant de s'enfuir pour aller voir Rug avec précipitation. Cependant, lorsqu'il entre chez elle, il est accueilli par Zero à la place, de manière inattendue. Alors qu'il s'assoigne, Sable explique que ses souvenirs sont revenus soudainement, et Zero lui dit qu'il doit affronter ses souvenirs douloureux, afin de pouvoir vaincre les démons une fois pour toutes, définitivement. Alors qu'il continue de parler, Zero révèle que son père, le tristement célèbre sorcier 13, était son frère aîné, ce qui explique leurs yeux bleu perçants similaires, une ressemblance frappante. Sable est choquée d'apprendre que Zero est sa tante, et elle explique en outre que la douleur qu'il a dû endurer était indirectement de sa faute, une lourde responsabilité. Mais Sable secoue la tête en signe de désaccord, affirmant qu'elle est la raison pour laquelle il vit et respire, qu'il est en vie. Zero laisse échapper un léger rire et quand Sable l'interroge sur son père, elle le décrit comme un homme visionnaire qui a déclenché une guerre pour un monde dirigé par les sorcières, un conflit majeur. Sable raconte à sa tante comment, plus tôt ce jour-là, il a hésité à donner ses pouvoirs magiques à Hort, craignant qu'elle ne meure d'une surcharge, d'un excès d'énergie. Il veut toujours être son fournisseur mais il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire face à sa peur, à cette angoisse. Entendant cela, Zero tend ses mains et suggère qu'ils pratiquent ensemble la circulation de la magie, une technique essentielle. Alors il prend ses mains et tandis que leur magie s'entrelace, Zero lui dit de se concentrer, de rester attentif. Soudain, ils entendent un cri au loin et Sabine est distrait, son attention détournée. Mais Zero lui dit qu'il doit d'abord contrôler ses émotions avant de se précipiter pour sauver d'autres personnes. C'est primordial. Pendant ce temps, Rouf se tient près de l'étang, essayant d'oublier qu'elle a entendu Sable avouer qu'il l'aimait, un secret révélé. Mais Hort apparaît derrière elle et lâche la même chose exactement sans retenue. Quand Hort la taquine sur le fait de s'enfuir, affirmant que les sorcières partent quand leurs étudiants tombent amoureux d'elle, Rue promet de ne pas partir avant la fin de l'entraînement spécial, quoi qu'il arrive. Malheureusement, leur conversation est interrompue par un cri fort provenant de l'hôpital, un son alarmant, et il s'avère que Kudo a été poignardé tandis que Tyrant a réussi à maîtriser le garçon qu'elle a sauvé la nuit dernière avec difficulté. Hort crie à Tyrant d'arrêter et il lâche enfin prise, mais le garçon attrape immédiatement un éclat de verre et se jette sur Rue pour échouer lamentablement de manière pathétique. Quelques instants plus tard, alors que le garçon est maîtrisé, Hugo soupçonne qu'il a été envoyé par l'église pour semer le chaos dans leur village, une théorie plausible. À ce moment précis, une femme nommée Heather entre dans la pièce, lui demandant de ne pas généraliser l'église comme étant intrinsèquement mauvaise. Rue la reconnaît comme la professeure rousse du village de Heartful et il s'avère qu'elle voulait livrer le déjeuner aux patients avec bienveillance. Malgré les bonnes vibrations émanant des phéromones de Heather, Kudo reste méfiant, pensant que le garçon est un piège envoyé pour tester la réaction à une attaque, une ruse potentielle. Alors que Rue et Hort discutent de leur stratégie, Heather s'approche de Tyrone et tente de lui enseigner les bonnes manières à table, avec patience. Le chasseur de sorcières ricane, affirmant que les seules manières dont il a besoin sont celles d'éliminer ses ennemis, sans la moindre hésitation. Mais une étare agacée lui dit de fermer son clapet, car personne dans ce village ne le trouve effrayant, absolument personne. Sans hésitation, Tyran lui attrape le cou, mais Rugès menace rapidement de le couper en deux, ce qui fait reculer lentement le chasseur de sorcières avec prudence.
Plus tard, le mercenaire arrive sur les lieux, prêt à interroger le garçon capturé avec détermination. Mais voyant qu'il n'est qu'un petit morveux, il change d'avis et décide de confier le garçon à Shinpu, qui est un véritable maître en matière d'interrogatoire. Soudain, quelque chose de tranchant vole vers Hort, mais elle le bloque au dernier moment avec une agilité surprenante. Shinpu sort des ombres, clairement irrité qu'elle ait encore parlé dans son dos, sans respect. Cependant, quand il remarque le garçon éveillé et les observant tranquillement, il jette le garçon sur le lit comme s'il était un simple objet sans ménagement. Pour intensifier davantage l'interrogatoire, Shinpu demande à Rue d'assombrir la pièce, et alors qu'elle utilise son bâton pour rendre l'endroit plus sombre que la carrière de Jake Paul, il retire ensuite son cache-œil, et le regard perçant transperce l'âme du garçon de part en part. Calmement, Shinpu dit qu'il posera des questions et si le garçon ment, il le saura sans aucun doute. En lisant les moindres mouvements du visage du garçon, Shinpu apprend qu'il est seul, mais que quelqu'un de puissant pourrait bien coordonner les attaques en coulisses. Shinpu admet plus tard que l'infiltré n'était pas une excellente source d'information, mais Rue n'est pas du tout convaincue. Si l'église envoie un monstre aux côtés du garçon, elle croit que quelqu'un ayant une autorisation de haut niveau doit être impliqué, c'est une certitude. Elle en déduit que puisque le cerveau a utilisé le garçon comme leurre, l'église prépare un complot bien plus sinistre qu'il ne pourrait l'imaginer, un plan machiavélique. D'autre part, Hort se promène dans l'enceinte du village lorsqu'elle remarque la vision choquante du tyran enseignant au petit dumpling comment tresser des paniers, une scène inattendue. Quand elle demande à Heather ce qui se passe, celle-ci explique que le tyran fabrique des pièges pour attraper du poisson. Avec une certaine habileté, même si son visage ressemble à celui d'un évadé de prison, les étudiants n'ont pas peur de lui, pas le moins du monde. Le voir prendre un plaisir sincère à fabriquer des filets de pêche est surprenant. Heather admet qu'il n'est qu'un grand benet qui s'est trompé d'entretien d'embauche. Mais tandis que Hort le regarde rire avec les petits dumplings, les souvenirs de ses amis morts la hantent de manière persistante. Confuse quant à ce qu'elle doit faire, Hort décide de surveiller ses mouvements, déterminée à protéger les petits garnements de ce monstre, coûte que coûte. Voyant cela, Heather lui dit doucement qu'elle enseigne aux étudiants une leçon importante, celle de ne jamais rien craindre sans raison valable. D'autre part, Kudo reçoit un message de la souris de Lily. Le transfert du garçon capturé vers le nord a été reporté, pour une durée indéterminée. Déterminé à s'attaquer lui-même à ce problème, Kudo se lève et dit au garçon de marcher avec lui, sans hésitation. Pendant qu'il voyage, le garçon sauvé grommelle que Kudo a ruiné sa chance de mourir en héros, un destin qu'il désirait. Il insiste sur le fait que les sorcières et les hommes bêtes sont des monstres qui doivent être anéantis, sans exception. Kudo s'irrite, mais il essaie de rester calme et l'emmène à l'église, où Lily sert un repas chaud, réconfortant. Le garçon apprécie la nourriture jusqu'à ce que Kudo soulève la capuche de Lily, révélant ses oreilles de souris, à sa grande surprise. Il se penche immédiatement en arrière sous le choc, alors Lily s'excuse auprès de lui avec sincérité, mais ce simple incident remplace son dégoût par de la culpabilité, et le garçon réalise qu'il s'est trompé sur les sorcières et les hommes bêtes toutes ces années, depuis toujours. Il est ensuite conduit dans une chambre d'amis où le garçon se demande quels autres mensonges l'église leur a racontés, avec insistance. Plus tard ce soir-là, Sable démontre fièrement les résultats de son entraînement avec Zero, car il peut désormais manipuler la magie de la lumière sans effort, la transformant en motif lumineux qui danse sur les murs, avec une grande aisance. Ses amis le regardent avec admiration, tentant d'imiter son sort avec une certaine difficulté. Mais à ce moment précis, Sable demande à Rue le bâton de Luden, disant qu'il veut faire une expérience, une tentative audacieuse. Elle le remet à Sable avec un sourire sur le visage, mais à ce moment-là, il se met à dire qu'il aime son joli petit visage et qu'il veut l'épouser sans la moindre retenue. La sorcière éternellement énergique se fige sous le choc, tandis que Hort le réprimande pour son imprudence et demande maladroitement à Rue d'oublier ce qu'il vient de dire, ses paroles inattendues. Quelques jours plus tard, le garçon nommé Caddy se réveille d'un cauchemar sur le lavage de cerveau de l'église, et plus tard Hort l'invite à rejoindre les gamins du village pour pêcher, espérant que cela lui remontera le moral, lui apportera un peu de joie. Alors qu'il marche le long de la rivière, Caddy demande comment elle peut faire confiance à quelqu'un comme le tyran, qui est un chasseur de sorcières impitoyable, un homme sans scrupules. Cependant, Hort explique calmement que la confiance ne se donne pas, elle se gagne, et admet qu'elle ne fait pas encore entièrement confiance au tyran, pas complètement. Mais elle est prête à donner une chance à Caddy, le prévenant de ne faire de mal à personne sans défense, sous aucun prétexte. À ce moment précis, son estomac gargouille bruyamment, et cela brise la tension, faisant rire tout le monde dans les environs de bon cœur. D'autre part, Sable apparaît dans la chambre de Rook sans prévenir et la réveille de manière inattendue. Il affirme que c'est uniquement pour l'expérience qu'il a mentionnée et attire l'attention de Rook avec insistance. Utilisant les vieilles notes de son père, Sable a concocté une potion conçue pour restaurer l'énergie magique, une formule secrète. Ruff jette un coup d'œil au livre étrange dans ses mains, mais elle ne peut pas lire une seule ligne, pas un seul mot. Cependant, quand Sable mentionne que son père, le sorcier 13, l'a écrit, Ruff se fige, réalisant qu'il connaît déjà la vérité sur son passé, toute la vérité. Mais à sa grande surprise, il ne semble pas se soucier de l'infamie de 13, pas le moins du monde. Pendant qu'ils discutent, Sable explique que le livre décrit comment condenser la magie sous forme liquide, une technique avancée. Il laisse tomber un peu de la potion sur le noyau du bâton de Luden, et celui-ci s'anime instantanément avec une énergie fulgurante. Le bâton enchanté boit avidement le reste de la potion et tournoie de joie. Rouve le touche et halète. Comme le bâton détient maintenant le pouvoir combiné de deux sorcières, Sabil est choqué de voir cela, car il n'a utilisé qu'une fraction de sa force, ce qui est vraiment surprenant. Alors il décide d'en fabriquer davantage. Mais avant de partir, il tente de flirter avec Ruev une fois de plus, tandis que la vieille broyeuse à viande de 300 ans s'embarrasse avant de s'élancer hors de la pièce. Pendant ce temps, Caddy joue avec d'autres garçons du village, sous le regard attentif de Hort, Tyran et Heather, qui observent de loin.
Un instant, Tyran fixe l'eau, perdu dans les souvenirs de son père cruel et des années passées à construire des pièges pour survivre. Il se souvient comment une élite corrompue l'avait autrefois engagé pour concevoir un instrument de torture pour les esclaves en fuite, jusqu'à ce que Shinpu et ses coéquipiers éliminent cette élite et forcent Tyran à rejoindre les arbitres. Alors que l'ambiance s'allège, Hort le taquine à propos de son béguin pour Aether. Mais avant qu'il ne puisse le nier, Aether rejoint les boulettes dans la rivière. Pendant ce temps, Caddy commence à marcher vers l'eau avec une expression confuse sur son visage, l'air vraiment perplexe. Tyran sait que quelque chose ne va pas et il dit à tout le monde de se mettre en sécurité. Mais soudain, l'estomac de Caddy s'ouvre, révélant une mâchoire monstrueuse et gigantesque. Tyran frappe immédiatement de toutes ses forces, mais le corps de Caddy se met à muter. Alors que des bras acérés jaillissent de sa colonne vertébrale, tranchant le bras de Tyran, gérant la douleur, il attrape le méchant aux cheveux roux et s'échappe précipitamment alors que le monstre perd le contrôle. Même le sort de sommeil de Hort ne fonctionne pas, car d'autres mâchoires déchirent le corps de Caddy, une vision horrible. Voyant cela, Tyran réalise que le garçon était infecté par des monstres dormants depuis tout ce temps, et que les villageois continuaient de le nourrir. Tyran est déterminé à se battre seul et il ordonne à tout le monde de se rendre dans un endroit sûr sans tarder. Alors que Hort refuse de le laisser seul, Aether rassemble les petits garnements et court se mettre en sécurité. Juste à ce moment-là, le monstrueux Caddy réapparaît avec des yeux plus effrayants que ceux de Mark Zuckerberg. Hort crie à Tyran de maîtriser le garçon pendant qu'elle prépare un sort de scellement. Immédiatement, Tyran bloque les griffes de Caddy, mais il peine à maintenir le monstre immobile. Dès que le sort est achevé, il sacrifie sa jambe pour se dégager juste à temps. Maintenant, la pierre engloutit le monstre, mais il se libère en éclats quelques secondes plus tard, avec une force incroyable. À ce stade, ils sont contraints de détruire le monstre complètement. Le tyran charge à nouveau, tout en criant à Hort de libérer toute sa puissance sans aucune retenue. Cependant, la jeune fille hésite, mais quand Kudo fait son apparition, il tranche la queue du monstre et la lui lance comme une offrande de sort magique. Alors que Hort en canalise des flammes bleues, le monstre empale Tyran à travers la poitrine dans une rage meurtrière, un acte brutal. Immédiatement, le reptile hybride se précipite vers Tyran pour soigner ses blessures. Mais juste au moment où il commence à aller mieux, une blessure plus profonde se tord et s'ouvre, et des centaines de créatures ressemblant à des insectes rampent hors de lui, une vision vraiment dérangeante. À ce moment-là, Tyran réalise qu'il ne peut pas les combattre, alors Hort et Kudo interviennent en renfort. Mais au milieu du chaos, une lumière vive les engloutit alors que Ru fait son entrée sur le champ de bataille, avec une aura puissante. Elle ordonne à son bâton de se transformer en une bête massive et de dévorer les créatures en une seule gorgée, ne laissant aucune trace de souillure derrière elle. Quelques jours plus tard, Sable, Hort et Kudo organisent de petites funérailles sombres pour Caddy, un moment de recueillement. Mais juste au moment où la dernière prière s'achève, une ombre s'abat sur le village alors qu'un dragon s'élève dans le ciel. Les trois se précipitent immédiatement vers la place où un chevalier descend du dos de la bête pour délivrer un message urgent d'une importance capitale. Il s'avère qu'ils ont été rappelés à l'académie immédiatement, car dans quelques jours, le village pourrait se transformer en un véritable champ de bataille. Confus par ce message, ils demandent à Zero ce qui se passe exactement, tandis que Hort et Kudo la supplient de leur permettre de rester et d'aider, refusant d'abandonner les villageois à leur sort. Mais Zero affirme que désobéir au rappel signifierait l'expulsion de l'académie. Malgré cette menace sans réelle importance, Sable déclare qu'il s'en moque, et si quitter l'académie signifie protéger les gens, il se porte volontaire pour abandonner immédiatement ses études. Sable souligne que les sorcières ne peuvent pas attaquer même lorsqu'elles sont menacées, donc leur seul espoir réside dans les défenses et les pièges, et non dans la violence offensive. Espérant vérifier la détermination de Sable, Zero lui demande comment il compte gagner sans éliminer personne. À sa grande surprise, Sable sort une potion qu'il a fabriquée, une concoction conçue pour neutraliser les ennemis sans prendre de vie. Zero est intrigué par cela et décide de tester sa déclaration, de voir si c'est vrai. Quand elle réalise le potentiel de la potion, son expression s'adoucit. À ce moment-là, Zero lui dit que si ce plan fonctionne, elle le diplômera immédiatement. Mais avant qu'il ne poursuive la discussion, Ru fait irruption avec son énergie fougueuse habituelle, pleine de vitalité. Elle insiste sur le fait que c'est l'occasion parfaite de tester les étudiants en combat réel, mais Zero rejette son interruption lui rappelant que c'est une affaire de l'académie. Cependant, Ru est une vieille femme têtue et elle refuse de partir campant sur ses positions. Elle veut aussi protéger le village et elle ne sera réduite au silence par personne, quelle que soit sa puissance. Entendant cette conviction, Zero accepte finalement de consulter Albus avant de prendre une décision finale, tandis que Ru esquisse un sourire étrange car cette femme prospère dans le chaos, c'est sa nature. Ensuite, Zero envoie un rapport détaillé à Albus sur la situation qui se déroule et la directrice trouve le plan fascinant. Elle réalise que ce plan non seulement mettra fin à la guerre sans victime, mais qu'il pourrait aussi humilier la faction anti-sorcière devant le monde entier, ce qui est un avantage considérable. Alors Albus ordonne à Holdem de sécuriser des renforts de l'église et de l'armée des mages, tandis qu'elle contacte personnellement leurs alliés pour un soutien supplémentaire. D'autre part, Hort teste la potion de sable et une seule goutte recharge son mana bien au-delà de toute attente, c'est incroyable. Elle lui demande curieusement comment il l'a fabriqué, et Sable admet que la recette provient de l'un des vieux livres de son père. La révélation choque Hort et Kudo jusqu'à ce que Sable révèle la vérité. Son père n'est autre que le tristement célèbre sorcier 13, une figure légendaire.
Au même moment, Heather rassemble ses élèves et remercie Tyrande de les avoir sauvés lors de la dernière attaque. Les petits garnements l'acclament et lui offrent des sucreries, et Heather lui fourre un biscuit dans la bouche alors qu'il fige un silence gênant, un moment un peu étrange. Après le départ des gamins agaçants, l'ambiance change, et alors que Heather s'approche, elle perçoit l'affection qu'il cache derrière sa retenue. Mais le tyran se retire. Heather réalise que sa culpabilité et son doute de soi pèsent plus lourd que n'importe quelle marque d'affection ou de reconnaissance qu'il pourrait recevoir. C'est une triste réalité. Quelques instants plus tard, le tyran rencontre Horth, qui le taquine légèrement avant de devenir sérieuse. Elle explique que la stratégie de piège de Sabile dépend des capacités uniques de Tyran et que son rôle pourrait bien décider de l'issue de la guerre, c'est une lourde responsabilité. Bien qu'elle déteste compter sur lui, sa bravoure lors de la dernière attaque a changé son avis. Les mots de Horth s'enfoncent profondément dans le cœur de l'assassin, y remuant un mélange de peur et de détermination, une nouvelle force intérieure. Ainsi, le lendemain matin, Tyran dirige les villageois pour poser des pièges et renforcer les défenses du village. D'autre part, Zéro, Sabile, Horth et Kudo se réunissent autour de la table, planifiant comment arrêter l'armée qui avance sans effusion de sang, avec une grande prudence. Pendant ce temps, le mercenaire et les corbeaux observent de loin, arguant qu'aucun piège ne tiendra si l'ennemi est assez fort, soulignant qu'à un certain point, l'élimination sera nécessaire. Juste à ce moment-là, Shinpu les approche avec une nouvelle information, affirmant que la force adverse compte 10 000 personnes, mais que la plupart sont de pauvres fermiers et paysans, des gens ordinaires. Il semble que la faction anti-sorcière accule les sorcières, car si elles éliminent ne serait-ce qu'un seul corps, tout le monde les verra comme des monstres. Quelques instants plus tard, Lily se précipite sur les lieux et demande aux mercenaires de l'aider avec les provisions de nourriture, car la situation est critique. Shinpu lui conseille d'évacuer lorsque les villageois partiront cette nuit-là, mais Lily refuse catégoriquement. Au lieu de fuir comme une lâche, elle veut rester et le protéger. Sa dévotion attire l'attention de Rook, qui serre la jeune fille souris dans ses bras et la taquine affectueusement, tandis qu'elle et le mercenaire échangent un regard radieux, plein de complicité. Avant de partir, Roux montre au prêtre quelque chose de troublant, un échantillon conservé de la créature parasitaire autrefois trouvée à l'intérieur du corps de Kaji. Elle avertit qu'elle pourrait se multiplier à l'infini jusqu'à consommer le continent entier, une menace terrifiante. Shinpi croit que la faction anti-sorcière doit savoir comment le contrôler ou le détruire, bien que même les hauts fonctionnaires de l'église restent ignorants. Cependant, Rufus conclut que quiconque détient ce secret est le véritable cerveau derrière tout le conflit, le manipulateur ultime. Plus tard cette nuit-là, le groupe se rassemble à nouveau pour revoir ses objectifs de défense. Il y a encore des lacunes partout, alors Sable s'avance, offrant à Zéro toute la puissance magique dont elle pourrait avoir besoin. Il rappelle à sa tante qu'elle est le pont entre les sorcières et les humains, donc elle doit survivre coûte que coûte, c'est essentiel. Zéro accepte cet accord avec un sourire, et lorsque leurs mains se rencontrent, le mana de Sable l'envahit comme un tsunami. La déferlante est si écrasante qu'elle retire sa main avant qu'il ne la consume entièrement, c'est une force incroyable. Même après avoir transféré autant, Sable reste presque indifférent, car il semble que ses réserves d'énergie soient presque infinies. Pendant ce temps, Rogues part en reconnaissance, et depuis la lisière de la forêt, elle aperçoit le camp ennemi, une vision claire. Elle réalise que l'armée adverse est bien plus forte que ce que les rapports affirmaient. Leurs soldats portent des armures appropriées, manient de belles armes, et marchent aux côtés de guerriers hommes-bêtes et d'un monstre possédé par un démon, rayonnant une énergie sombre et menaçante. Le spectacle remplit route d'une excitation dangereuse car pour elle, c'est ce qui donne un sens à la vie. En quelques heures seulement, les premiers bataillons ennemis atteignent les abords de la forêt. À l'intérieur des murs du village, chaque sorcière, villageois et étudiant prend position prêt au combat. Alors que le crépuscule s'installe sur la forêt, le chaos éclate sur les lignes de front. Des essaims de rats massifs et féroces, liés par le sort de Lily, descendent sur les soldats comme une marée vivante. La panique se répand alors que l'armée rompt sa formation et s'engage sur une autre route, ignorant qu'elle court droit dans un piège mortel, une embuscade fatale. Juste à ce moment-là, un fil fin se rompt, et l'instant d'après, des cordes tranchantes comme des rasoirs fouettent l'air, sectionnant des membres en quelques secondes. Des cris remplissent la forêt jusqu'à ce qu'une étrange pluie verte commence à tomber d'en haut, brillant faiblement en touchant les blessés. Un spectacle surnaturel. La chair repousse, les os se réalignent, et en quelques secondes, chaque soldat est de nouveau entier. Choqué par ce qui vient de se passer, il remarque d'étranges gravures sur les arbres voisins, se moquant d'eux avec un simple message, disant que ce n'était qu'une expérience sociale, rien de plus. Dans un autre secteur, une escouade de chevaliers s'engouffre maladroitement dans une fosse ardente. Des flammes jaillissent du sol, les engloutissant dans un rugissement de chaleur et de fumée. Lorsque le feu s'estompe, les soldats réalisent qu'ils sont indemnes. Pourtant, chaque pièce d'armure et de tissu a disparu comme par magie. Leur commandant comprend instantanément le geste. Les sorcières se retiennent, montrant leur pouvoir sans effusion de sang. Acceptant la futilité de la bataille, il ordonne une retraite complète. Cependant, les mercenaires hommes-bêtes refusent de céder, poussés par leur chef, un taureau imposant possédé par un esprit démoniaque, une force maléfique
maléfiques. Ils chargent en avant avec une fureur bestiale, tandis que leurs yeux brûlent de rouge sous la peau. De retour à la forteresse, Zero reçoit des informations selon lesquelles les troupes humaines ont fui la bataille. Entendant cela, ses étudiants célèbrent, pensant que le combat est terminé, mais elle leur rappelle rapidement le contraire, avec fermeté. Les hommes bêtes restent en mouvement, et parmi eux se trouvent des créatures possédées par des démons, capables d'une magie infinie. Zero leur rappelle que ce ne sont pas des adversaires ordinaires, car ils sèment le chaos partout où ils vont, sans pitié. Shinpu et le mercenaire se préparent pour l'affrontement, mais soudain, ils découvrent que Lily a été capturée par l'armée du taureau démoniaque. Les créatures prévoient de traîner la jeune fille dans le village et de la dévorer devant ses amis pour briser leur esprit, un acte cruel. Mais avant que cette horreur ne se déploie, les fils enchantés de Shinpu traversent la forêt, abattant les mercenaires d'un seul coup. Fumant de rage, le taureau démoniaque charge droit sur Shinpu avec une détermination féroce. Un coup puissant sectionne le bras du monstre, et à sa grande surprise, la blessure refuse de guérir. La magie de Shinpu mélange la magie sacrée et celle des sorciers, coupant à la fois la chair et le pouvoir de régénération. C'est une technique redoutable. Le taureau rugit désespérément et arrache le membre mutilé, le forçant à repousser par pure rage. D'autre part, le mercenaire traverse la forêt en force, abattant les hommes bêtes sur son passage avec une efficacité brutale. Mais le taureau ressuscite les guerriers tombés en mort vivant, forçant Shinpu et le mercenaire à combattre les mêmes pour la deuxième fois. De l'autre côté du village, un autre groupe d'hommes bêtes infiltre les abords mais est rapidement arrêté par des pointes cachées, une défense ingénieuse. Ce flanc est dirigé par Tyrante, et avant que les hommes bêtes ne puissent riposter, Hort lance un barrage de flèches magiques dans le ciel. Quelques instants plus tard, Zero arrive sur les lieux et ordonne à ses étudiants de se mettre en formation, prêts à l'action. Sous sa direction, Sable, Hort et Kudo coordonnent des attaques précises qui repoussent l'ennemi. Quand Hort rate sa cible, Zero lui rappelle que la rapidité d'esprit compte plus que la précision parfaite, aussi bien au combat qu'au lit, une leçon de vie. Pendant ce temps, un fracas retentissant secoue les barricades alors que le mercenaire fait irruption, engagé dans un combat brutal avec le taureau. Chaque coup entaille profondément la chair du monstre, pourtant il guérit encore et encore sans cesse. Le mercenaire réalise que la force brute ne suffira pas et appelle Zero. Alors, elle ferme les yeux et commence à chanter. Immédiatement, l'air ondule alors qu'un vortex vert s'ouvre au-dessus d'elle, vibrant d'une puissance ancienne et mystérieuse. Sur son ordre, le mercenaire porte un dernier coup, fendant le taureau en deux avant de se retirer au-delà des portes. La bête se relève une fois de plus, mais la terre elle-même secoue son arrière-train. Alors que la magie de Zero invoque les morts, en quelques minutes, des cadavres rampent hors du sol et envahissent la créature, la déchirant jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette, une vision macabre. Debout au sommet, Albus observe la bataille se dérouler aux côtés de cet évêque de l'église. Elle a finalement découvert le véritable cerveau derrière la guerre, mais il lui manque des preuves complètes pour agir, ce qui est frustrant. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, des créatures reptiliennes surgissent de la forêt, dévorant tout sur leur passage. L'évêque Aider s'avance, se vantant de pouvoir les sauver seul. Il conjure un bouclier radieux et se moque d'Albus, mais elle lui demande calmement comment il obtient une telle magie, puisque la véritable protection contre les démons exige leur vrai nom, un détail crucial. Son hésitation le trahit et les créatures se retournent immédiatement contre lui. Presque aussitôt, son bouclier se brise et les bêtes fondent en un liquide noir qui se glisse vers le bâton de Rook. Une transformation effrayante. Il s'avère que les monstres étaient des illusions destinées à révéler sa tromperie. Quand Ru le force à avaler l'un des mêmes œufs de lézard qu'il utilisait autrefois pour tourmenter les autres, les yeux d'Aider se remplissent d'horreur, une punition juste. Au final, elle épargne sa misérable vie mais le laisse vivre dans la disgrâce. Dans les jours qui suivent, le Sud éclate de rumeurs selon lesquelles la faction anti-sorcière est devenue la risée de tous pour avoir échoué à conquérir un seul village. C'est une humiliation totale. Et en plus de cela, le nom d'Aider tombe dans l'oubli. À l'académie Wenas, la directrice Alba convoque ses étudiants et leur remet discrètement leur diplôme, reconnaissant leur rôle dans la guerre. Avant même que les étudiants ne puissent célébrer, Albert leur assigne leur prochaine mission, un voyage à la bibliothèque interdite pour découvrir la vérité derrière la peste démoniaque, une quête périlleuse. Avant qu'il ne s'aventure, Zero remet à Sable un tome usé, autrefois écrit par son père, et lui souhaite bonne chance pour le voyage à venir. Avec cela, Sable, Hort et Kudo partent dans un chariot, conduit par un dragon blanc, une monture majestueuse. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous avec Cruche Magique. Si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo, elle vous plaira sûrement.